Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment améliorer donc les performances, la vitesse de son site. Donc, c'est un critère qui est très important et dont on entend souvent parler, la vitesse d'affichage des pages d'un site internet. Alors pourquoi c'est important? Quels sont les critères qui font que ce paramètre est important? On pourrait en déterminer trois. Le premier, c'est l'expérience utilisateur. Donc, vos visiteurs, lorsqu'ils vont venir sur votre site, sur vos pages, la vitesse d'affichage va être importante. Il faut savoir que 40% de vos visiteurs vont partir si jamais, au bout de 3 secondes, la page n'est pas affichée. Autrement dit, il faut que votre page s'affiche rapidement, sinon vous prenez le risque en fait que vos visiteurs repartent et aillent chez vos concurrents. Dès lors, c'est un risque que vous avez certainement pas envie de prendre, surtout si vous vendez vos produits. Et cette tendance est encore plus vraie sur les mobiles. Et sachant que les mobiles prennent de plus en plus de place dans le trafic d'un site internet, c'est donc un critère qui va devenir très important. Deuxième point, c'est le référencement naturel. On va prendre Google parce que c'est le moteur de recherche principal, celui qui est le plus utilisé. Donc Google accorde une importance à ce critère. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif de Google, c'est de satisfaire les internautes, de faire en sorte que ces internautes, lorsqu'ils lui trouvent un résultat, par exemple, imaginons un internaute qui fasse une recherche, le moteur de recherche Google lui trouve le résultat. L'objectif pour le moteur de recherche, c'est que ce résultat soit satisfaisant pour cet internaute. Pourquoi? Parce que sinon, le moteur de recherche prend le risque que cet internaute aille sur un autre moteur de recherche. Et ça, ils ne veulent surtout pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça leur permet ensuite d'afficher de la publicité dans les résultats. Donc, Google, son objectif principal, c'est quoi? C'est toujours de satisfaire les utilisateurs. Donc, si votre site satisfait les utilisateurs, alors vous allez satisfaire Google. Et la vitesse est quelque chose d'important pour les utilisateurs et donc c'est quelque chose d'important pour Google et il le prend en compte dans son classement pour le référencement naturel SEO. Dès lors, vous allez devoir faire attention à ce paramètre sur votre site. Et vous allez me dire, comment Google pourrait s'en rendre compte? Et bien, c'est assez simple. Il va prendre en compte certains critères. Par exemple, ça peut être le taux de rebond, ça peut être la durée de session sur votre site. Il va prendre en compte tout un tas de critères à travers son algorithme et il va ainsi pouvoir calculer votre position. Donc, notez bien que la vitesse de chargement de votre page sera un critère important dans son algorithme. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, mais moi, c'est pas grave, j'utilise la publicité. Pour attirer mon trafic, j'utilise la publicité. Donc, j'ai pas forcément besoin de m'occuper de Google et de la vitesse de chargement de mes pages. C'est également une erreur parce que même pour, imaginons que vous utilisiez le programme AdWords, alors là, effectivement, je parle des publicités AdWords, donc celles qui permettent d'être affichées dans les résultats des moteurs de recherche tout en haut. Je parle pas de la publicité Facebook ou Twitter ou un autre type, mais pour la publicité, par exemple Google, la vitesse est un critère qui est également pris en compte pour le classement de vos publicités. C'est-à-dire que généralement, il y a plusieurs publicités qui sont affichées et si vous voulez être en première position dans les publicités, il faudra également faire attention à la vitesse de chargement de votre page. Donc même si vous faites de la publicité, pour attirer du trafic, à ce moment-là, la vitesse est un critère important. Maintenant, comment procéder pour, dans un premier temps, vérifier, faire un petit état des lieux de son site? Alors, il y a des outils qui existent et qui sont gratuits et qui sont vraiment très intéressants. Moi, celui que j'utilise, c'est GTmetrix. Il est gratuit. Vous allez créer un compte tout simplement sur le logiciel, donc sur l'application en ligne. Vous créez un compte, c'est gratuit. Faites attention à bien vous mettre sur le serveur de Londres, parce que je crois que par défaut, il est au Canada. Alors forcément, ça allonge énormément le délai de votre site. Donc faites attention de bien être sur le serveur de Londres. Et ensuite, vous avez juste à lancer la recherche sur votre site et il va vous retourner la vitesse de chargement de ce dernier avec tous les points que l'on peut améliorer dessus. Vous allez également pouvoir utiliser Google Analytics. Il faut savoir que l'outil intègre à l'intérieur donc des renseignements, va vous donner les renseignements sur la vitesse de chargement de vos pages. Donc pour ça, il suffit d'aller dans comportement, vitesse du site et là vous aurez un grand nombre d'informations, ce qui peut être très intéressant. Google Analytics étant également gratuit. Ensuite, il y a d'autres outils qui existent. Alors, vous pouvez utiliser Pingdom Tools. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien. C'est un outil très intéressant. Je l'utilise de temps en temps. Je l'aime bien également.
il est assez simple d'utilisation et il y a un autre outil qui est pas mal, c'est Webpage Test. Franchement, je le trouve également très intéressant. Donc ça, ce sont les outils GTmetrix, Pingdom et Webpage Test qui sont vraiment pas mal. Ensuite, vous pouvez également vous intéresser à PageSpeed Test. Donc ça, c'est un outil de Google et donc vous aurez également des résultats directement avec cet outil de Google qui est aussi gratuit. Une fois que vous avez fait l'état des lieux, déjà vous savez le temps de chargement de vos pages et vous avez déjà une bonne idée de ce qu'il vous reste à faire pour améliorer ce temps. Donc il faut savoir que ça va varier également en fonction des jours, des heures. Voilà, ça va varier. Ne soyez pas forcément focalisé sur le temps que vous avez. Vous verrez que selon les périodes, les heures de la journée, le délai peut être plus ou moins long pour le temps de chargement de vos pages. Tout dépend, par exemple, si vous utilisez un serveur, imaginons que vous soyez sur un serveur mutualisé, si c'est un serveur qui est très sollicité à une certaine heure, alors vos pages vont s'allonger parce que le serveur sera justement sollicité à ces horaires. Maintenant, voyons sur quels critères on peut jouer pour améliorer le temps de chargement de son site. Alors, je vais passer assez vite parce que c'est une liste qui est assez longue, je vous mettrai directement dans la description. Donc, je vais faire les critères les plus simples sur lesquels on peut jouer pour gagner du temps très rapidement. Alors, le premier critère sur lequel on peut jouer, c'est son serveur. Je viens d'en parler juste avant. On peut jouer donc sur le serveur que l'on loue chez son hébergeur. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous soyez chez OVH, mais peu importe chez qui vous êtes, vous pouvez être chez d'autres hébergeurs, peu importe, ils ont tous des offres différentes. Moi, je connais mieux OVH, donc c'est pour ça que je parle d'OVH. Donc, c'est relativement simple. Vous êtes sur une offre, par exemple, perso, une offre, entre guillemets, d'entrée de gamme, et forcément, vous allez avoir des temps qui sont pas forcément intéressants. Si vous passez sur un serveur performance, par exemple, donc ça va être un serveur où vous allez avoir des ressources qui vont vous être allouées. Vous savez que vous ne serez jamais en dessous de ces ressources qui vous sont allouées. Dès lors, vous allez grandement améliorer la performance de chargement de vos pages. Et surtout, sur un serveur, par exemple, perso, donc un serveur d'entrée de gamme, vous êtes dépendant des autres sites. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez en dernier en termes de ressources. C'est-à-dire que les autres sites, ils ont besoin de beaucoup de ressources. Vous passez après. Par contre, si vous êtes sur un serveur performance, vous avez des ressources qui vous sont déjà allouées, donc des ressources minimum. Vous savez que vous n'aurez jamais en dessous. Dès lors, avoir un serveur plus performant, ça permet d'améliorer la vitesse de chargement de ces pages. De même, je reprends toujours mon exemple avec OVH et le niveau performance. Dedans, vous avez par exemple ce qu'on appelle un CDN qui est inclus. Un CDN, c'est quoi? C'est tout simplement un serveur de cache. Alors attention, c'est un petit peu particulier, j'y reviendrai sur le serveur de cache. Un CDN, ça va tout simplement copier le contenu statique de votre site, alors par exemple les images, les fichiers de style comme CSS, du JavaScript, il va copier tout ce contenu et il va le dupliquer sur différents serveurs à travers le monde. Je vous donne un exemple, vous avez des visiteurs qui sont au Canada, et bien par exemple si le serveur d'OVH se trouve aux États-Unis, les informations qui seront copiées sur le serveur des États-Unis, plutôt que les personnes du Canada aillent sur le serveur qui est à Paris, donc il faut qu'ils traversent l'Atlantique, ça prend du temps, forcément ça va allonger le temps de chargement de vos pages, eux vont directement se connecter sur le serveur des États-Unis. Pour vous, c'est totalement transparent si vous administrez votre site, c'est OVH qui gère tout ça. Tout ce qui va être CDN, ça va être directement par exemple géré par OVH, donc ça pose pas de souci. Vous pouvez également utiliser Cloudflare. Alors Cloudflare, j'ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien directement dans la description si vous souhaitez utiliser un CDN. Donc Cloudflare, c'est gratuit pour la version d'entrée de gamme et ça fait parfaitement le travail. Donc cette première solution, c'est quoi? C'est tout simplement de changer de serveur et de passer sur un serveur qui sera, entre guillemets, plus performant. Ensuite, sur ce serveur, pensez à activer la dernière version de PHP. Donc là, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, on est en version 7 et très souvent, on a laissé, par exemple, sur la version 5. Si vous n'avez jamais touché aux paramètres, il suffit d'aller sur le tableau de bord et vous avez sur votre hébergement et vous avez la version PHP qui est activée. Donc, vous pouvez, par exemple, passer en version 7. Faites attention quand même, vous avez de toute façon l'espace de restauration si jamais il y avait un problème. Faites des sauvegardes de votre site au cas où, mais normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Si par exemple vous êtes avec WordPress, la dernière version fonctionne avec PHP 7, donc ça ne posera pas de soucis. Et l'avantage de PHP 7, c'est que ça apporte un vrai gain en termes de performance. Une autre étape qui va être importante, c'est de compresser vos photos. En effet, lorsque vous allez ajouter du contenu, ajouter des photos dans vos articles ou dans vos pages, vous allez donc utiliser des photos.
Mais si vous ne faites pas attention, vous allez utiliser les photos telles quelles, par exemple le format d'origine, et ces photos sont lourdes, très lourdes souvent. Et le problème, c'est que ça va allonger le temps de chargement de vos pages. Donc, utilisez un petit logiciel, par exemple, comme Caesium, ou un plugin qui se trouve, par exemple, si vous utilisez WordPress, vous pouvez utiliser un plugin qui va vous permettre de compresser cette image et, par exemple, la redimensionner à la bonne taille. Donc, faites une image qui est compressée et dimensionnée à la bonne taille de vos articles. C'est-à-dire que vos articles, s'ils font, par exemple, une largeur de 800 pixels, n'utilisez pas une image qui en fait 1900. C'est totalement inutile. Vous pouvez utiliser une image qui fait 800 pixels. Et en plus compressé, vous verrez que vous allez gagner énormément de taille en fait en termes de poids d'image. Si vous avez 10 images dans vos articles, vous verrez que vous allez gagner énormément de place. Alors si vous avez déjà utilisé des images, il y a des plugins qui permettent de travailler toutes les images que vous avez déjà ajoutées dans votre WordPress. Donc il suffit de faire une petite recherche au niveau des plugins et vous en trouverez qui font ça. Ensuite, si vous utilisez des vidéos, là je viens de parler des photos, mais imaginons que vous utilisiez des vidéos, surtout, ne les hébergez pas sur votre serveur, sur votre site. Non, hébergez-les par exemple sur un serveur externe spécialisé, on va dire donc par exemple YouTube. Vous stockez vos vidéos sur YouTube et vous ajoutez tout simplement la vidéo par le biais donc du lien directement dans votre article. Ça vous évitera de le charger depuis votre hébergement, ce qui serait une grosse erreur parce qu'une vidéo c'est extrêmement lourd et ça va considérablement alourdir votre page. Ensuite, si vous utilisez un CMS, alors que ce soit WordPress, Joomla, Drupal, peu importe, utilisez le moins d'extensions possible, le moins de plugins possible pour éviter d'alourdir votre CMS. C'est-à-dire que plus vous allez rajouter de plugins, plus vous allez rajouter d'extensions, plus vous allez ajouter de code et de fonctions et plus votre site va être lent. Donc assurez-vous que les fonctionnalités que vous avez ajoutées, les plugins, les extensions, sont vraiment indispensables pour vous, pour vos besoins et vos objectifs. De même, lorsque vous allez modifier l'apparence, par exemple ajouter des thèmes, faites attention que les thèmes ne soient pas trop lourds et qu'ils prennent en compte la vitesse de chargement des pages. Très souvent, vous avez des thèmes donc ils communiquent dessus tout simplement parce qu'ils mettent en avant le fait que leur travail en fait permet d'avoir un thème qui se charge rapidement. Vous pouvez d'ailleurs faire des tests. Il y a des thèmes qui vont alourdir considérablement votre site. Dès lors, ça va être un handicap plutôt qu'un atout. Donc faites attention à ce point, le thème peut alourdir le temps de chargement de vos pages. Donc choisissez un thème qui est également rapide. Plus il est léger et simple, mieux ce sera. Alors j'ai toujours tendance à dire, plus c'est simple, mieux c'est. Plus c'est simple et plus vous aurez des bons résultats. C'est d'ailleurs quelque chose que j'entends souvent. On dit souvent par exemple que WordPress, c'est un CMS qui est lent. En réalité, ensuite quand vous creusez, vous posez la question aux personnes, vous leur dites c'est un CMS qui est lent, d'accord, mais pourquoi par exemple, quel type de serveur tu utilises? Ils vont vous dire j'utilise un serveur d'entrée de gamme. Bon, déjà, ça commence pas bien. Et ensuite, ils vont vous dire j'ai 20 plugins d'installer ou 20 extensions d'installer. D'accord. Et ensuite, j'utilise un thème gratuit qui forcément n'est pas optimisé par rapport à un thème premium. Enfin, moi, je trouve que les thèmes premium sont généralement optimisés parce qu'il y a intérêt économique derrière. Donc, les studios font souvent plus d'efforts, forcément, que sur un thème gratuit. Dès lors, vous avez quand même un certain nombre là de critères pour que votre WordPress soit lent. Vous avez un serveur d'entrée de gamme, vous avez 20 plugins installés et vous avez un thème gratuit qui risque d'être plus lent. Dès lors, vous avez un bon combo pour avoir un WordPress qui devient lent et ça peut favoriser cette fameuse réputation disant que WordPress est lent. En réalité, WordPress n'est pas lent du tout si vous savez faire attention à un certain nombre de choses. Si vous utilisez peu de plugins, un bon serveur, que vous avez compressé vos images, que vous avez un thème qui est plutôt rapide, vous êtes déjà bien lancé pour avoir un WordPress qui va être très rapide. Ensuite, vous aurez une dernière chose à faire pour le rendre encore plus rapide, ça sera d'ajouter un système de cache. Alors, un système de cache, c'est quoi? C'est un plugin de cache qui va tout simplement transformer le contenu dynamique en statique. Alors, quand je vous dis ça, c'est très simple. En réalité, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est simple. Lorsque vous cliquez, par exemple, sur un article ou sur une page, votre WordPress, lui, va chercher les informations alors, à travers la base de données, à travers différents scripts. Il charge le tout et il affiche la page. Mais il y a une autre possibilité, c'est au moment où il a affiché cette page, de l'enregistrer dans un cache. C'est-à-dire que la prochaine fois, la prochaine personne qui va se rendre sur cette fameuse page, WordPress
n'aura pas à aller chercher ces informations puisqu'ils seront déjà dans le cache. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin d'aller charger les scripts, charger les informations en base de données. Il aura juste à aller chercher la page dans le cache qui est toute prête et il l'affiche. Et là, on gagne un temps considérable. Donc, utiliser un système de cache, un plugin de cache, c'est vraiment très important. Sur WordPress, bon, pour moi, c'est mon avis personnel, le meilleur, c'est clairement WP Rocket. Je pense qu'on est énormément à penser ça. C'est un plugin qui est payant, et je dirais que s'il y a un plugin payant à acheter, bah, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment le top du top pour moi en termes de plugin de cache. C'est celui que j'utilise sur mes différents WordPress. Alors je crois que j'en ai un ou deux où je l'utilise pas, mais sinon j'utilise toujours WP Rocket parce que vraiment il n'y a pas photo entre lui et les autres. Donc faites des tests, hein, vous pouvez en tester des gratuits pour commencer, vous aurez déjà des très bons résultats par rapport au système de cache. WP Rocket, son gros avantage, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Les autres, c'est un petit peu plus compliqué des fois. Faites des tests, regardez si ça vous convient ou pas, et vous verrez déjà de toute façon une amélioration dès que vous mettrez en place un système de cache, même s'il est gratuit, ça change rien, hein, puisque c'est un système de cache. Après, c'est les options complémentaires qui vont être intéressantes. Je vous donne quelques options complémentaires qu'on peut avoir. Ça va par exemple être l'activation de la mise en cache au niveau du navigateur, c'est-à-dire que la personne, le visiteur, lorsqu'il va venir sur votre site, eh bien en fait, les éléments statiques vont se charger dans son navigateur et la prochaine fois qu'il viendra sur votre site, eh bien en fait, ça sera chargé directement depuis son navigateur puisque les informations seront enregistrées dedans. Donc ça peut être un gros avantage. Ensuite, on peut avoir l'option qui permet de minifier donc tout ce qui va être CSS, JavaScript, donc enlever tous les espaces inutiles pour gagner un peu de place et donc améliorer la vitesse de chargement. Ensuite, on va avoir le lazy load. Alors ça permet d'améliorer le chargement des images. Je vous donne un exemple. On va dire 5 images dans la page. La première image se trouve tout en haut, elle est visible dès qu'on clique sur le lien de l'article. Et ensuite, on a 4 images qui sont un petit peu plus bas. On les voit pas, il faut descendre pour les voir. Cette première image va être chargée en même temps que la page, c'est-à-dire qu'on charge la page, l'image apparaît immédiatement. Et ensuite, les 4 autres images ne seront pas chargées. En fait, il faudra que la personne descende, donc scroll pour arriver à la deuxième image, et c'est à ce moment-là qu'elle sera chargée. C'est-à-dire qu'on ne chargera pas les 5 images au moment où la page se charge. Ça permet d'aller beaucoup plus vite puisqu'une image, c'est relativement long à charger. Ici, on chargera une image, la première si elle est visible. Imaginons que cette première image ne soit pas visible, alors on ne chargera aucune image au début. Il faudra que la personne descende dans la page pour que le chargement des images se lance au fur et à mesure qu'on descend dans la page et qu'on accède à chaque image. Ensuite, on va pouvoir également activer la compression, donc ça c'est intéressant. Ça permet de compresser le flux HTTP et de gagner en vitesse. Alors, tous les plugins ne le font pas. Regardez si en gratuit le vôtre le fait, sinon vous pouvez utiliser un autre plugin. Je crois qu'il y en a des gratuits qui le font. Donc regardez dans les différentes options de ces fameux plugins. À noter, ces fameux plugins, ces fameuses extensions auront besoin d'accéder à votre fichier htaccess. Donc le fichier htaccess, c'est un petit fichier qui se trouve à la base du serveur, à la base de WordPress. Alors le fichier htaccess, c'est un fichier qui permet de mettre en place les principales règles pour optimiser son site. Donc ils auront besoin d'accéder à ce fichier et d'ajouter des règles supplémentaires. Une autre solution plutôt que d'utiliser un système de cache, c'est de faire directement un site en pur HTML. Si vous faites un site en pur HTML, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'aller chercher des informations en base de données. Donc faire un site en pur HTML, vous allez me dire oui, j'ai aucune connaissance en codage. Vous pouvez utiliser des logiciels. Alors, il y a, je crois, Template Toaster et Artister qui le font. Donc, vous pouvez utiliser des logiciels qui permettent de construire votre site et ensuite, tout simplement, de l'exporter vers votre serveur. C'est également une possibilité. Et en HTML, le chargement d'une page est extrêmement rapide et c'est extrêmement sécurisé également. Ensuite, faites attention de charger tout ce qui va être script en fin de votre page. Imaginons que vous ajoutiez des scripts externes. Alors, ça pourrait par exemple être un script comme un script de partage comme Advis. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un script qui permet donc de mettre en place des boutons de partage sur son site. Alors le meilleur moyen c'est de le mettre en bas de page. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va permettre de charger la page, d'afficher le contenu. Au moins le visiteur peut commencer à lire la page, pour lui c'est transparent, et seulement après le script ou les scripts vont être chargés. Donc c'est important, pensez-y, mettez tous vos scripts additionnels, que ce soit externes ou même des scripts qui ne sont pas essentiels, qui permettent juste de l'interaction avec vos visiteurs, mettez-les toujours à la fin de votre code.
dans un thème, imaginons que vous utilisez un thème et que vous puissiez insérer dans ce thème des scripts, normalement vous avez la possibilité de l'insérer soit au début, soit à la fin, donc mettez-le toujours à la fin. De même, pensez à nettoyer régulièrement votre base de données. C'est important parce que cette dernière va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure du temps. Donc limitez par exemple avec WordPress le nombre d'articles, le nombre de révisions d'articles que l'on peut faire. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette manipulation. Je vous mettrai le lien directement dans la description si vous voulez donc limiter ces fameuses révisions. Et également, j'avais fait une vidéo sur comment nettoyer sa base de données au niveau des articles qui sont désormais inutiles. Donc, je vous mettrai également le lien, à savoir un plugin comme WP Rocket. Dedans, vous avez la possibilité de nettoyer votre base de données et pas uniquement les révisions. Vous avez pas mal de paramètres que vous pouvez comme ça nettoyer. Donc, ça peut être intéressant. Enfin, j'ai envie de dire, faites attention à vos meilleures pages. Donc, dans Google Analytics, vous allez pouvoir observer les pages qui ont les meilleurs résultats. Faites toujours attention à ces dernières et à leur temps de chargement. Faites en sorte que ces temps de chargement soient optimisés afin qu'elles conservent dans le temps leur position. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la vitesse de chargement de son site, de ses pages. Ça fait pas mal d'informations et il y en a encore beaucoup d'autres que j'aurais pu aborder dans cette vidéo. Je voulais rester le plus simple possible. J'espère qu'elle vous permettra d'améliorer significativement donc le temps de chargement de vos pages. Si vous n'avez pas encore créé de site internet, que vous voulez créer un site ou un blog, vous pouvez télécharger mon livre numérique et les secrets de fabrication d'un blog qui vous explique à travers 16 étapes comment procéder. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.